C'est une crise diplomatique, une crise politique extrêmement importante entre la France et l'Algérie. La relation entre la France et l'Algérie a-t-elle atteint un point de non-retour? La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Ces dernières années, la tension monte entre la France et l'Algérie. L'Algérie que nous aimons tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore. Et une part de ces tensions prend racine dans une histoire commune. Cette histoire, c'est celle de 132 années de colonisation française en Algérie, achevée par 8 ans de guerre, la guerre d'Algérie. Parfois mal comprise et souvent taboue, la guerre d'Algérie a bouleversé des millions de vies, laissé une empreinte indélébile aux nations françaises et algériennes et conduit à l'indépendance de l'Algérie. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter cette période de la colonisation à la guerre d'Algérie, mais vous entendrez aussi des témoins qui ont vécu cette période dans leur chair avec des perspectives variées. La France nous a abandonnés comme des chiens. Il m'a dit, c'est mon fils, reviens-nous et les mains propres. Je suis revenu, on va dire, les mains convenables. Pour nous, tous les soirs pendant la guerre étaient des soirs d'angoisse. On apprenait toujours la disparition d'un ami, d'un parent, etc. C'est pas simple. Quand le petit vient me dire « C'est vrai que tu as fait la guerre, tu as tué des Français ». Quand on vit au milieu des bombes, on finit par s'habituer au danger. Et on continue à vivre comme si de rien n'était. Alors l'histoire tragique de la colonisation et de la guerre hier condamne-t-elle la France et l'Algérie à se déchirer aujourd'hui et demain? Pour bien comprendre cette relation très spéciale entre la France et l'Algérie, il faut revenir quelques siècles en arrière. Au Moyen-Âge, le territoire de l'actuelle Algérie est fragmenté entre des peuples et des tribus variées. En 1519, l'Empire ottoman met la main sur ce territoire, mais dans les faits, la régence d'Alger obtient une forte autonomie et se comporte quasiment en état indépendant. Elle développe des relations économiques et diplomatiques avec l'Europe et la France, même si elle reste parfois conflictuelle. En France, le roi Charles X règne depuis 1824 et son impopularité est croissante. Alors, pour se faire bien voir, il cherche à étendre son influence en Méditerranée face au Royaume-Uni notamment. L'Algérie représente une opportunité pour sécuriser de nouvelles ressources et de nouveaux marchés pour alimenter l'économie française. Et c'est aussi une position stratégique pour sécuriser les routes maritimes françaises en Méditerranée. Charles X ne se fait pas prier. Le 14 juin 1830, à sa demande, les troupes françaises bombardent la ville d'Alger. Et le 5 juillet, elles s'emparent officiellement de la ville, mettant fin à 3 siècles de règne de l'Empire ottoman en Algérie. La prise d'Alger marque le début d'une violente période de colonisation qui dure plusieurs décennies. Les troupes du général Bugeaud, qui dirigent les opérations dès 1836, ont l'ordre de tout détruire sur leur passage pour soumettre la résistance. C'est la politique de la terre brûlée. J'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers, et alors ne vous en prenez qu'à vous seuls. La violence de la conquête atteint un sommet avec ce que l'on appelle aujourd'hui les enfumades. Les 18 et 19 juin 1845, les troupes françaises affrontent des combattants algériens qui trouvent refuge avec des civils dans les grottes du massif de Dala au nord de l'Algérie. Le lieutenant-colonel français Pélissier ordonne de bloquer les sorties et d'enfumer les grottes. Plus de 700 personnes meurent par asphyxie, dont une part importante de femmes et d'enfants. Il est impossible de chiffrer avec précision le nombre de victimes de la conquête entre 1830 et 1871. On estime que l'armée française perd plus de 100 000 hommes, dont une part importante liée aux maladies. Du côté algérien, 250 000 à 400 000 personnes seraient mortes pendant cette période, selon l'historien Kamel Kateb. D'autres estimations font état de 500 000 victimes, voire plus. En 1871, la France contrôle la grande majorité du territoire algérien. L'Algérie sera véritablement un cas particulier au sein de l'Empire français. Officiellement, elle est qualifiée par le pouvoir français de territoire annexé et non pas de colonie, alors que les autres colonies françaises sont administrées par les ministères des colonies ou des affaires étrangères. L'Algérie, elle, est rattachée directement au ministère de l'Intérieur. Autrement dit, pour les dirigeants français, l'Algérie n'est pas qu'une colonie, mais bel et bien une province française. Cette vision se répand en France, comme le révèle une expression popularisée au moment de la guerre d'indépendance par ceux qui veulent garder l'Algérie française. La Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris.
L'Algérie, c'est le symbole de l'assimilation coloniale et de la mission civilisatrice des politiques, aujourd'hui controversées, qui visaient à faire adopter la culture française. Mais cet idéal, il est plein de contradictions car il est marqué par des hiérarchies raciales et culturelles. En effet, l'assimilation des Italiens, des Espagnols ou des Maltais qui viennent s'établir en Algérie avec les Français est vue comme possible et souhaitable compte tenu de leur proximité culturelle, mais les locaux algériens sont jugés fondamentalement différents en raison de leur religion, de leurs coutumes et de leur organisation sociale. Et la particularité du rapport de la France à l'Algérie se traduit par un statut unique, ce que les historiens qualifient aujourd'hui de colonie de peuplement. Contrairement aux colonies d'exploitation, dont l'objectif principal est l'extraction de ressources, c'est le cas de la Martinique ou de la Guadeloupe par exemple, une colonie de peuplement implique aussi l'installation en masse et la résidence permanente de colons. Les colons français et européens ont été nombreux, très nombreux, à s'installer en Algérie. Au-delà d'un moyen de consolider la domination française dans la région, l'Algérie devient aussi une destination pour des Français et d'autres Européens qui souffrent de pauvreté. Le projet est de créer une colonie agricole de petits propriétaires, car l'Algérie possède de grandes étendues de terres cultivables. Cette logique de peuplement permet à la France d'offrir aux colons des terres dont les propriétaires algériens ont été expropriés et d'encourager une installation durable. En Algérie, la population est donc répartie en deux. D'un côté, ceux que les Européens à l'époque appellent les musulmans ou les indigènes algériens, qui représentent 90% de la population au début du XXe siècle. Ce sont donc les populations historiques de la région, des Touaregs, des Chaouis ou encore des Mozabites et des Kabyles. De l'autre côté, les 10% restants correspondent aux colons européens, qu'on appellera par la suite les pieds noirs. Il y a une majorité de Français bien sûr, mais il y a aussi des Espagnols, des Maltais ou encore des Italiens. Au début, les colons ne sont que quelques dizaines de milliers, mais à la veille de la Première Guerre mondiale, ils représentent environ 650 000 personnes. Ce nombre continue à croître jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, moment où les pieds noirs seront plus d'1 million. Aux Européens non français, la France va promettre des terres, des emplois et même la nationalité ainsi que le droit de vote, et ce contrairement aux Algériens qui ont pourtant toujours vécu dans la région. Du côté paternel, c'est une arrivée espagnole et des branches métropolitaines. Pour les Espagnols, c'était une sorte de vue d'Eldorado. Ils vivaient dans la misère dans les endroits où ils étaient. J'ai le souvenir d'une enfance heureuse. Il y avait le soleil, la mer, les senteurs. Les inégalités économiques et sociales sont fortes. Le salaire d'un ouvrier agricole français est 2,5 fois supérieur à celui d'un Algérien. Le taux de scolarisation en 1954 est de 15% pour les enfants algériens en âge d'aller à l'école, contre 100% pour les Français d'Algérie. Par ailleurs, le développement des villes et des infrastructures est fort, mais il est essentiellement capté et mis au service des Français d'Algérie et d'entreprises françaises. Je suis née à Cherchell, c'est une petite ville allée à 100 km à l'ouest d'Alger. Mes parents sont d'origine très modeste, même pauvre. Là, j'ai bien vu la ségrégation. Dans un quartier arabe, on appelait ça le quartier musulman. On était à peu près 9 familles. Et moi, j'étais scolarisée. La scolarisation n'était pas obligatoire pour les Arabes. Elle était obligatoire pour les Européens, mais pas pour les Arabes. Et donc, je ne connaissais pas d'autre vie ailleurs. Pour aller dans ce lycée, je passe par un boulevard central. Et là, je vois un autre monde, des Européennes, avec des petites Fatma qui portaient les couffins, les petits Yaouled qui couraient derrière les petits Français pour cirer les chaussures. Et ça, évidemment, ça m'a interpellée, j'étais un peu choquée. C'est un rejet qui était fait à notre rencontre par nos petits camarades français, qui ne perdaient pas une seule occasion de nous montrer leur supériorité.
Tous les locaux ne sont d'ailleurs pas logés à la même enseigne. Les Algériens juifs, qui représentent 1 à 2% de la population, obtiennent la citoyenneté française en 1870. Les Algériens musulmans, eux, sont français juridiquement, mais ils ne disposent que d'une citoyenneté diminuée. Ils doivent accomplir leur service militaire à partir de 1912, sans pour autant avoir le droit de vote pour les élections nationales. Ils ont aussi accès à certains emplois publics, mais pas à tous. Ils peuvent aussi s'engager dans l'armée française, mais ne peuvent pas dépasser certains grades. Il faudra finalement attendre 1958 pour qu'ils acquièrent une citoyenneté française pleine et entière, avec les mêmes droits civiques et politiques que les autres citoyens français. Et entre les Français d'Algérie et les Algériens, le déséquilibre est conséquent. En 1947, par exemple, est créée une assemblée locale algérienne constituée de 60 élus français et 60 élus algériens. Une représentation inégale quand on sait que les Algériens sont beaucoup plus nombreux que les Français d'Algérie. Et de toute façon, cette assemblée locale, elle n'a qu'un rôle minime et elle reste subordonnée à l'administration française. D'autant plus que les élections d'avril 1948 sont truquées par les autorités françaises qui favorisent les Algériens pro-français, alors que les nationalistes algériens cumulaient les succès électoraux aux municipales l'année précédente. En somme, les Algériens sont cantonnés au rôle d'éternel second. Au fil des années, des voix s'élèvent contre l'action de la France en Algérie. En 1881, l'écrivain français Guy de Maupassant, envoyé spécial sur place pour le journal Le Gaulois, publie plusieurs reportages extrêmement critiques. Rien ne peut donner une idée de l'intolérable situation que nous faisons aux Arabes. Le principe de la colonisation française consiste à les faire crever de faim. C'est dans ce contexte qu'un mouvement national algérien, né dans les années 1920-1930, prend de l'ampleur en promouvant l'idée d'une indépendance de l'Algérie. Un courant d'indépendantistes révolutionnaires se développe et revendique une rupture forte avec la France par l'emploi de la violence si nécessaire, l'indépendance quoi qu'il en coûte. Certes, des réformistes, mouvements de bourgeois et d'intellectuels locaux, croient initialement à la possibilité de l'assimilation avec des droits égaux pour les Algériens au sein de la République française, mais l'année 1945 mène à une forme de radicalisation. Le 8 mai, l'Allemagne capitule, la Seconde Guerre mondiale s'achève, des défilés sont organisés pour célébrer la liberté retrouvée, défilés auxquels les Algériens prennent part pour revendiquer aussi une évolution de leur statut et de celui de l'Algérie. Dans les cortèges, des emblèmes nationalistes et indépendantistes algériens sont affichés et les policiers français ont pour consigne de les confisqué. Bouzid Saal, 26 ans, est abattu parce qu'il brandissait un drapeau algérien. C'est par là que débute la violence et l'insurrection à Sétif. En réponse, les manifestants algériens s'en prennent notamment aux bâtiments publics. La répression française, très brutale, entraîne la mort de milliers d'Algériens. Le bilan est difficile à établir. Une commission d'enquête évoque 8 000 à 10 000 Algériens tués. Les historiens parlent eux de 15 à 20 000. En face, une centaine d'Européens sont tués, dont une part a subi des mutilations physiques violentes. Suite à la répression de 1945, et comme les réformes attendues n'arrivent pas, la vision des indépendantistes l'emporte. Cette idée donc, selon laquelle la lutte armée est la seule façon de libérer l'Algérie, puisque, aux yeux des Algériens, lorsqu'ils manifestent pacifiquement, ils courent le risque d'être réprimés, voire tués. Dans ce contexte où le moindre incident peut dégénérer, émerge une organisation qui marquera à jamais l'histoire de l'Algérie, le Front de Libération Nationale. À l'automne 1954, le FLN lance une série d'attentats. C'est le début de la guerre d'Algérie. Dans la nuit du 1er novembre 1954, le FLN revendique 70 attentats à travers l'Algérie, visant principalement des installations militaires, des postes de police et des propriétés de colons français. Le bilan humain est d'une dizaine de morts, mais la portée est forte. C'est la première action publique qui révèle le FLN ainsi que son bras armé l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, en tant que meneur de l'indépendance algérienne. Cette série d'attaques, qualifiée de Toussaint Rouge, accentue encore l'escalade qui devient incontrôlable. J'étais lycéen et j'avais décidé de mettre des bombes dans des lampadaires. Il y en avait un juste à l'arrêt de bus de mon lycée. À un tram près, je sautais sur une bombe.
La répression est ferme, des renforts de police sont envoyés et la position du gouvernement est claire. François Mitterrand, à l'époque ministre de l'Intérieur, déclare « La seule négociation, c'est la guerre. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. » Et là, quand vous voyez le nombre de camions et de militaires qui passaient, les militaires qui étaient là, qui vous fouillaient, quand vous voyez les forêts brûlées déjà, là on se rend vite compte que les choses ont changé. Malgré tout, le gouvernement français veut croire à la possibilité d'un compromis. En 1955, il nomme Jacques Soustelle gouverneur général de l'Algérie pour mener une politique d'intégration des Algériens, mais à peine quelques mois plus tard, un rebondissement brutal change la donne. Le FLN a en effet l'indépendance pour objectif, il menace et violente les Algériens qui ne le soutiennent pas, et le 20 août 1955, il lance un soulèvement d'Algériens dans le nord du Constantinois qui s'attaque aux Européens, tuant une centaine de personnes. Des Français d'Algérie organisent des représailles, l'armée française intervient, et comme en 1945, le bilan exact est discuté, mais des milliers d'Algériens sont tués. Cet événement est un point de non-retour. D'une part, les Européens se dressent en bloc contre l'action du FLN, synonyme de massacre à leurs yeux, et attendent une répression sévère. D'autre part, les Algériens, indignés par l'ampleur de la répression dont ils font l'objet, se radicalisent et se rangent toujours plus derrière le FLN, y compris ceux qui étaient les plus modérés. Face à ce constat, le gouverneur général Soustelle abandonne la piste réformiste et priorise le rétablissement de l'ordre et l'action militaire contre le FLN. Il devient l'idole des Français d'Algérie. Quelques mois plus tard, l'instabilité politique mène à de nouvelles élections législatives en métropole. Le gouvernement qui vient d'entrer tient à nouveau à explorer le scénario des réformes et du compromis en Algérie. Le nouveau président du Conseil des ministres, qui est donc l'équivalent de notre Premier ministre aujourd'hui, se rend sur place pour lancer ce chantier et installer à son poste le remplaçant de Jacques Soustelle. Mais il est accueilli par des jets d'œufs et de tomates de la part des pieds noirs. Alors le gouvernement fait marche arrière et décide de tenir compte de l'angoisse des Français d'Algérie qui ont peur de voir la France se retirer de l'Algérie. En mars, l'Assemblée nationale vote massivement les pouvoirs spéciaux au gouvernement qui obtient donc tout pouvoir pour rétablir l'ordre. Le recours aux militaires devient massif. Outre les appelés qui font donc leur service militaire, on rappelle des jeunes hommes qui l'avaient déjà fait et au total, les jeunes Français peuvent passer jusqu'à 36 mois en Algérie pour prêter main forte. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les effectifs militaires français qui étaient d'environ 50 000 hommes en 1954 passent à 350 000 hommes à la fin 1956. Nous étions encadrés par un sergent-chef, un ancien, qui avait fait donc 39-45 et l'Indochine, et qui était chargé de nous apprendre le maniement des armes, comment on pouvait se débrouiller avec les cartes, comment on faisait du tir, on fait des exercices d'embuscade, la plupart du temps. Nous étions pas en race campagne, mais tout juste, sous la tente. C'est-à-dire c'était des tentes américaines de la guerre 39-45, et nous étions là-dessous. Les objectifs affichés sont le quadrillage du pays, le ratissage des villages et le regroupement des populations en vue d'affaiblir les combattants algériens qui dépendent du soutien des villageois pour survivre. Pourtant, en métropole, le discours officiel et les médias parlent pudiquement des événements d'Algérie. La guerre d'Algérie, on n'en parlait pas beaucoup en métropole, parce qu'il y avait une espèce de censure. Donc à la télévision, on voyait des reportages, très peu, disons pas de combat, tout allait à peu près bien, et on ne parlait pas du tout d'opération, c'était calme plat, il n'y avait rien à dire. Mais on ne savait pas du tout où on allait. Et pourtant, la réalité est violente sur le terrain. La guerre est asymétrique au sens où elle oppose une armée régulière d'un côté à des combattants avec bien moins de moyens de l'autre côté, recourant aux attentats et tenant grâce au soutien de la population. Concrètement, l'armée française recourt à la torture à des fins de renseignement, mais aussi de terreur. Les violences ont pour logique de dissuader les Algériens de s'engager au FLN. Parmi les affaires médiatisées à l'époque, celle de Djamila Boupacha, membre du FLN. Elle fournira des aveux après avoir subi, entre autres, des viols et la torture à l'électricité. En face, les violences du FLN ont une autre logique, punir celles et ceux qui s'y opposent, ou bien tout simplement qui ne le soutiennent pas activement. Fin 1956, on recense 3000 attentats par mois.
L'objectif de l'armée française est clair, garder l'Algérie française. Et pour cela, au-delà de l'usage de la force, l'armée française accentue les initiatives du soutien médical et éducatif à la population dans l'espoir qu'elle n'adhère pas aux idées du FLN. D'ailleurs, de façon croissante durant la guerre, des Algériens rejoignent les rangs de la France au sein de groupes paramilitaires. Ils le font pour raisons multiples. D'abord, le revenu proposé, ensuite par opposition au FLN et à l'ALN, et enfin, marginalement par attachement à la France. On appelle ces soldats les harkis et on estime qu'ils étaient jusqu'à 57 000 en 1961. Je me suis engagé le 7 juillet 1957. C'était pas difficile, hein. Les militaires passaient avec un camion, ils invitaient les Algériens à s'engager comme harkis. C'était en quelque sorte, sauf qui peut, ou rejoindre le maquis, ou s'engager dans l'armée française. Les harkis, on était très très mal vus, hein. Les gens, ils nous aimaient pas du tout, hein. Ils nous montraient du doigt, hein. En 1957, 3 ans après le début de la guerre, survient un tournant majeur, c'est la bataille d'Alger. D'un côté, l'armée de libération nationale, le bras armé du FLN, déploie une intense campagne de guérilla urbaine. Les attentats à la bombe dans les lieux publics ou encore les assassinats se multiplient. Ils ciblent l'armée française, la police et les colons européens, mais pas seulement. Les Algériens qui ne se soumettent pas à l'autorité du FLN sont aussi pris pour cible. Je rejoins l'armée de libération nationale avec un uniforme de l'armée de libération nationale, le fusil, la casquette du maquisard, etc., etc. Donc ça a été ma trajectoire jusqu'à l'indépendance. On mangeait presque pas, on n'avait rien à manger. Très peu. On mangeait un pain, une boîte de sardines par jour. Je dormais à la Belle Étoile. Vous voyez des gens au loin, vous tirez, mais vous ne savez pas qui vous avez touché. Ça n'existe pas. Quelquefois, on voit des copains qui sont morts, des amis qui sont morts, qui a sauté sur une mine, il n'a plus de jambes, etc. Et on l'intègre. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Vous êtes en train, comme on dit, de ratisser. Vous êtes plusieurs milliers. S'ils sont au milieu, il y a un moment donné, il y a un contact. Où ils se rendent, où ils se battent. Généralement, ils se battaient. Après, de monter une embuscade, généralement, c'est de se poster la nuit, à un endroit qui est supposé être le passage de ce qu'on appelait les adversaires ou les ennemis, et d'attendre s'ils passent, et de leur tendre une embuscade, à savoir de les éliminer, ou les arrêter, ou du moins les éliminer. Des fois, on se heurtait à des combattants du FLN, et bon, ça tirait dans tous les sens. Parfois, on revenait avec des morts, parfois non. De l'autre côté, c'était pareil, hein. Bon, des fois, il y a des embuscades. Moi, je me rappelle, là où j'étais, on a eu une embuscade, il y avait quand même 15 morts. Hein. 15 morts harkis qui ont été tués. Hein. Le gouvernement accorde des pouvoirs étendus à l'armée afin de riposter et d'organiser une répression brutale contre les indépendantistes du FLN. Les fouilles, les arrestations et les perquisitions se multiplient, la torture est généralisée et son emploi est théorisé. C'est vrai que pour nous, tous les soirs pendant la guerre étaient des soirs d'angoisse. On apprenait toujours la disparition d'un ami, d'un parent, etc. Et un soir, on est venu arrêter mon père. On ne savait pas si on allait le revoir, s'il était mort ou vivant. Quand on est allé voir mon père pour la première fois, c'est indescriptible parce qu'on rencontre un être terrorisé qui ne vous reconnaît pas, les cheveux longs, la barbe blanche. Et bon, le premier jour a été pour nous une horreur. L'armée française finit par remporter la bataille d'Alger dans la mesure où elle réduit à néant le FLN dans la ville. Mais l'on peut tout de même noter qu'elle perd sur le plan politique vis-à-vis des Algériens qui en sont massivement victimes, tandis qu'en métropole, la torture fait scandale, la guerre est de plus en plus dénoncée et le FLN de son côté se développe en dehors de l'Algérie, en particulier au Maroc et en Tunisie où des camps d'entraînement sont installés. En Algérie, les autorités françaises définissent des zones interdites, essentiellement dans les campagnes, afin de priver le FLN de toute base logistique. Entre 2 et 3 millions d'Algériens sont alors déplacés de force, laissés pour compte ou relogés dans des camps de regroupement sous surveillance militaire. Cette stratégie entraîne de très graves pénuries alimentaires, mais aussi une dégradation des conditions sanitaires, une hausse de la mortalité infantile et plus largement un renforcement du soutien de la population algérienne au FLN, en opposition donc à la France. Les villageois et villageoiseux
enfants, vieillards et ainsi de suite, ceux qui restaient, qui étaient ramenés dans un regroupement, un camp, qui était donc entouré de barbelés, avec des postes de sécurité, avec même des chiens bergers allemands qui gardaient tout ça. Et ils vivaient là-dedans, regroupés à plusieurs milliers ou à plusieurs centaines, ça dépendait. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu toute leur jeunesse dans ce camp. Vous savez que quand les militaires passaient pour mettre les personnes dans les camps de regroupement, ils brûlaient absolument toutes les vivres. L'huile qui était entassée, la semoule, rien. Et dans les camps de regroupement, les gens étaient complètement dénudés. Dans ce contexte, la situation s'enlise. D'une part, le FLN rejette toute négociation sans reconnaissance préalable de l'indépendance de l'Algérie. En 1958, les indépendantistes en exil créent le gouvernement provisoire de la République algérienne depuis le Caire en Égypte. Ils vont donc s'inspirer du GPRF qui avait été créé par les résistants français avec De Gaulle en 1944. Ferhat Abbas, rallié au FLN, prend la direction de ce gouvernement provisoire. En face, les Français d'Algérie soutiennent la guerre jusqu'au bout, ils refusent de quitter l'Algérie. Dans cette période, la France est mise en difficulté à l'Organisation des Nations Unies puisqu'elle n'est pas soutenue par ses alliés comme les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne qui plaident pour une résolution rapide du conflit. Côté français, on peut noter que les gouvernements ne veulent pas renoncer à l'empire colonial qui fait de la France une grande puissance selon eux, et ce, surtout qu'ils ont déjà perdu l'Indochine à la suite d'une guerre que l'armée française n'a pas digérée. D'une certaine façon, certains estiment que l'armée française prend sa revanche en Algérie. En février 1958, l'aviation française bombarde le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef où des membres du FLN étaient installés. Le bilan est lourd, 69 personnes tuées dont 21 enfants et provoque un scandale jusqu'en métropole. Par conséquent, le président du Conseil des ministres est contraint à la démission. C'est encore un exemple de l'instabilité politique de la 4ème République instaurée en 1946 qui voit de nombreux gouvernements se succéder et se heurter à la situation de la crise en Algérie sans parvenir à trouver de solution. Le 13 mai 1958, un nouveau président du Conseil est nommé et il est favorable à la négociation et au dialogue avec les indépendantistes. Alors en réaction à l'annonce de sa nomination, le jour même, ce 13 mai 1958, la situation dégénère à Alger. Une manifestation massive de Français d'Algérie, hostiles à la négociation avec les indépendantistes algériens, se termine par l'assaut du bâtiment du gouvernement général avec la complicité de l'armée. Un comité de salut public est formé, les généraux Massu et Salan en prennent la tête. Ils exigent un changement politique pour garder l'Algérie française. Ils sont rejoints par des gaullistes, convaincus que la situation exige un homme providentiel, celui qui est perçu comme le héros de la libération à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle. Alors qu'il s'était retiré de la vie politique, le 15 mai 1958, Charles de Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Sa position sur l'Algérie est plutôt vague, mais il est populaire et il suscite l'espoir des Français d'Algérie, de l'armée et de la population en métropole. De Gaulle accepte alors de revenir au pouvoir à condition qu'une nouvelle constitution soit rédigée pour établir la 5e République, une 5e République qui renforcerait le rôle du président. Il souhaite alors pallier l'instabilité de la 4e République qui empêcherait, selon lui, de régler la situation en Algérie. De Gaulle obtient vite le pouvoir de déployer sa vision. Le 1er juin 1958, il devient le dernier président du Conseil de la 4e République. Le lendemain, l'Assemblée nationale lui accorde les pleins pouvoirs et le surlendemain, il obtient le droit de réviser la Constitution. Cette 5e République ne fait pas l'unanimité. D'abord parce qu'elle est instaurée suite à un référendum mais sans débat parlementaire approfondi, et puis pour son fonctionnement qui présente un risque d'autoritarisme aux yeux d'une partie de la classe politique. Quoi qu'il en soit, dès le 4 juin 1958, De Gaulle passe à l'action et se rend à Alger pour tenter de calmer la révolte. Je vous ai compris.
Cette formule, devenue culte, est tirée d'un discours qu'il prononce ce jour-là face à une foule d'au moins 100 000 personnes. Ce discours, on le qualifie souvent d'ambigu, puisque pour les partisans de l'Algérie française, ce serait un engagement à maintenir la présence française, tandis que ceux qui prônent l'indépendance l'interprètent comme une reconnaissance de leurs revendications. Mais en réalité, l'intention de De Gaulle est très claire. Dans son discours, il annonce une réforme majeure, alors que le système électoral colonial séparait les électeurs en deux collèges distincts avec les Européens d'un côté, les Algériens musulmans de l'autre. Il souhaite désormais un collège électoral unique, appliquant le principe un homme, une voix, et ce pour toute l'Algérie. De Gaulle applique ici le principe de la réforme coloniale, réformée pour tenter de sauver la colonie, mais en ouvrant la porte à un vote égalitaire, en réalité, il précipite la fin de l'Algérie française, avec plus de 8 millions d'Algériens musulmans contre 1 million d'Européens. Tout scrutin donnerait désormais la majorité aux Algériens, dont la plupart rejettent la présence coloniale. Pour beaucoup de personnes, c'était un soulagement. Je crois qu'aussi bien d'un côté que de l'autre, les gens ont cru, vraiment cru que toute cette barbarie allait s'arrêter. Le FLN n'était plus très puissant par rapport à ce qu'il avait été à une certaine époque. Et arrivait De Gaulle avec des paroles qui avaient l'air de dire « bon, on va changer certaines choses, on va mettre ça à plat ». Avec le recul, je me dis que c'était une belle utopie. Dans un premier temps, De Gaulle tente de négocier avec les indépendantistes. Quelques mois après son retour au pouvoir, il appelle à l'apaisement et propose au FLN ce qui est appelé la paix des braves. Que vienne la paix des braves. Pour dire les choses simplement, il appelle les combattants indépendantistes à déposer les armes tout en reconnaissant le courage dont ils ont fait preuve. Le FLN rejette l'offre puisque, avant toute forme de cessez-le-feu, il souhaite une garantie, la reconnaissance du droit à l'indépendance. En 1959, face à l'impasse de la situation, c'est historique, le général de Gaulle reconnaît pour la première fois le droit des Algériens à l'autodétermination et donc à décider de leur destin national. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Les réactions sont contrastées. Le FLN, par exemple, accueille la proposition avec scepticisme et reste méfiant face à ce revirement. Les partisans de l'Algérie française, eux, s'inquiètent et s'y opposent. Ils craignent l'indépendance qui semble se rapprocher. Enfin, en France métropolitaine, beaucoup y voient une avancée positive vers la résolution du conflit et donc, aussi, pour beaucoup d'entre eux, la fin de l'envoi des jeunes en service militaire, leurs fils, leurs frères, leurs cousins ou leurs voisins. Mais en janvier 1960, pour s'opposer à la potentielle indépendance à venir de l'Algérie, des Français d'Algérie s'insurgent et érigent des barricades dans le centre d'Alger. Ils appellent à la désobéissance civile et à la résistance contre la politique du gouvernement. C'est la semaine des barricades. Face à cela, De Gaulle réaffirme sa position et ordonne de rétablir l'ordre sur place. Des confrontations armées éclatent entre les insurgés et les forces de l'ordre. Le bilan est lourd, 20 personnes sont tuées, dont 14 gendarmes et plus de 200 personnes sont blessées. L'un des meneurs du mouvement, Pierre Lagaillarde, député et ancien parachutiste, est arrêté et emprisonné à Paris. C'est une rupture majeure, une fracture en quelque sorte. Des partisans de l'Algérie française deviennent des ennemis du gouvernement en métropole. Dans les mois qui suivent, De Gaulle entame des négociations avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, et il évoque pour la première fois l'idée d'une Algérie algérienne. C'est un pas symbolique de plus vers la possibilité de l'indépendance. En janvier 1961, De Gaulle soumet au référendum sa politique sur l'autodétermination de l'Algérie auprès des électeurs français de métropole et d'Algérie. Comme le craignaient les partisans de l'Algérie française, le oui l'emporte massivement avec 75% des suffrages. L'indépendance de l'Algérie semble plus proche que jamais. Mais alors que le référendum devait ouvrir la voie vers l'indépendance, une ombre se profile dans les semaines qui suivent, l'organisation de l'armée secrète, l'OAS. C'est une organisation clandestine et terroriste déterminée à lutter contre l'indépendance de l'Algérie par tous les moyens. Elle est dirigée par des figures militaires et composée de soldats français, de Français d'Algérie civile ou encore de harkis. Pour nous, c'était les ultras d'Alger. On les appelait les ultras d'Alger, des fachos, pas plus ni moins que des fachos. Ça ne remettait pas en cause l'indépendance, mais il y avait beaucoup de dégâts. Les pieds noirs de l'OAS se livraient à des ratonnades terribles, hein,
terrible. Il tuait à bout portant comme ça tous les Arabes qu'il rencontrait dans la rue. L'OAS commet de nombreux attentats en France et en Algérie contre des personnalités favorables à l'indépendance et s'efforce d'empêcher tout accord avec le FLN. On estime que l'OAS fait entre 1600 et 2200 morts entre 1961 et 1962. L'escalade se poursuit jusqu'en avril 1961, lorsqu'un groupe de généraux français en Algérie, opposés à l'indépendance, tente un coup d'État contre Charles de Gaulle. C'est le putsch des généraux. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. En réaction, De Gaulle déclenche l'article 16 de la Constitution qui lui accorde les pouvoirs exceptionnels. Assez vite, la tentative du coup d'État s'écroule, en grande partie parce que De Gaulle fait appel à la loyauté de la population et du contingent de jeunes Français qui sont en service militaire. Françaises, Français, aidez-moi! Dans les mois qui suivent, l'escalade de violence se poursuit en Algérie mais aussi en métropole. À partir de l'été, plusieurs attentats sont commis par le FLN contre des policiers à Paris et en banlieue. Alors, la répression policière contre le FLN certes, mais contre les Algériens plus largement s'accentue jusqu'à ce qu'un sommet soit atteint le 17 octobre 1961. Ce soir-là, le FLN appelle les Algériens et les Algériennes de la région parisienne à sortir dans les rues et à former des cortèges. L'objectif, boycotter le couvre-feu discriminatoire imposé uniquement aux Algériens en région parisienne par Maurice Papon, le préfet de police de l'époque, qui officiellement veut limiter les attentats du FLN. Face aux manifestations, la répression policière est d'une rare violence. Les manifestants sont encerclés, chargés, battus et dans certains cas tués. À ce jour, on ne connaît pas le bilan exact du 17 octobre, mais les estimations font état de plusieurs dizaines de morts pour cette nuit. Et les historiens concluent que bien plus de 120 Algériens ont été tués par la police parisienne entre septembre et octobre 1961. En Algérie non plus, les violences ne cessent pas. En 1962 a lieu la seconde bataille d'Alger. L'OAS y intensifie ses opérations et commet des attentats à la bombe dans des lieux publics pour semer la terreur et déstabiliser le processus d'indépendance de l'Algérie. Contre la violence, le pouvoir français cherche à démanteler l'OAS. Ses membres et responsables sont traqués, un certain nombre sont arrêtés, voire même torturés, comme le souligne l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui s'était aussi engagé contre la torture des Algériens. Sur le plan diplomatique, plusieurs rencontres de négociations ont lieu en 1960 et 1961, mais de nombreuses questions restent en suspens jusqu'au 18 mars 1962, lorsque les accords d'Évian sont signés. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Ces accords prévoient un cessez-le-feu et l'organisation d'un autre référendum dans les 6 mois qui vise à statuer définitivement sur l'indépendance algérienne. L'accord prévoit aussi une coopération entre les deux pays. La France s'engage par exemple à fournir un soutien financier durant les 3 années suivantes et des garanties sont prévues pour les Français voulant rester en Algérie. En métropole, le sentiment qui domine, c'est que la guerre est finie et qu'enfin les jeunes ne seront plus envoyés en Algérie. En France, les accords d'Évian sont donc largement approuvés par la population. Seulement, en Algérie, les violences se poursuivent. Tant que le référendum confirmant l'indépendance n'a pas eu lieu, l'OAS multiplie les actions afin d'empêcher qu'il ait lieu et donc que l'indépendance devienne officielle. Le 23 mars 1962, à Bab el-Oued, quartier européen d'Alger devenu un bastion de l'OAS, de violents affrontements éclatent entre l'OAS et l'armée française. Il y a environ 15 soldats français tués et 77 blessés, tandis que du côté de l'OAS, on dénombre environ 20 tués et 60 blessés. Et finalement, comme c'était prévu, le choix de l'indépendance est soumis à la population algérienne par référendum le 1er juillet 1962. Une écrasante majorité d'Algériens, plus de 99%, votent en faveur de l'indépendance. Le 3 juillet 1962, Charles de Gaulle reconnaît donc l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie proclame officiellement son indépendance le 5 juillet 1962, le 5 juillet étant une date symbolique puisqu'il marque le 132e anniversaire du début de la colonisation française en 1830.
Après 8 années de guerre, le bilan humain est considérable. Les chiffres officiels français dénombrent 25 000 soldats français et 140 000 combattants du FLN qui sont morts, avec par ailleurs 60 000 victimes civiles. Les chiffres officiels algériens évoquent quant à eux 1 million à 1,5 million de morts civiles. Enfin, les historiens évaluent le nombre de victimes civiles à environ 400 000. C'était la liesse, un petit peu la liesse générale. Je suis rentré en Algérie, j'ai été démobilisé, puis j'ai repris mes études. Au lendemain de l'indépendance, j'étais un petit peu comme tout le monde, nationaliste. L'Algérie, c'est les meilleurs, les Algériens, c'est les meilleurs. Arrive l'échéance près des 27 mois, et on me dit, ben voilà, tu repars pour la métropole, tel jour, t'embarques sur le Kairouan, je me souviens encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rend son pactage, c'est-à-dire tout son matériel, son armement, peut-être une amertume, peut-être aussi une tristesse de quitter les gars. Quand vous passez des mois et des mois avec des gars, il y a des liens forts qui se créent. Donc ensuite, ben, le train. Et à côté de moi, il y avait un gars qui avait fait un régiment d'infanterie coloniale, et il s'appelait Jean-Claude. Et à un moment, il me dit, tu sais Jean-Pierre, je voudrais te poser une question. On se bat vraiment en Algérie? Le copain d'à côté m'a dit, il est vraiment con, je le balance par la fenêtre. Ben, je lui dis non. Entre la censure, ils ne doivent pas savoir ce qui se passe. Et c'est tout. Ça montre bien que les gens n'étaient pas au courant. En fait, il y avait que les familles qui étaient concernées. La guerre est finie, certes, mais l'après-guerre reste marquée par la violence. Le 5 juillet 1962, 2 jours après la reconnaissance de l'indépendance algérienne et quelques heures avant qu'elle ne soit proclamée, se déroule ce qui est appelé le massacre d'Oran. Selon l'historien Jean Monneret, environ 300 Français d'Algérie sont tués par des membres de l'armée de libération nationale et des civils algériens. La plupart des Français d'Algérie quittent le territoire, précipitamment pour beaucoup. Certaines estimations font état de 900 000 départs, pour des raisons multiples, crainte de représailles, mais aussi refus, par principe, de vivre dans une Algérie indépendante. Mais parmi eux, certains vont aussi rester, considérant que c'est là, chez eux et nulle part ailleurs, car de nombreux Français d'Algérie n'ont plus de lien avec la métropole depuis des générations. C'était la folie. Les routes vers l'aéroport, les gens laissaient les voitures pour trouver un avion. Vers le port, les gens faisaient la queue pour essayer d'avoir des places pour les bateaux, pour partir. C'était des images horribles. Mon père, tous les matins en partant au travail, voyait des Algériens qui lui faisaient le signe. Alors, toujours pareil, c'était pas tous les Algériens. Une fois l'indépendance prononcée, l'OAS décide de s'en prendre à De Gaulle. Le 22 août 1962, au Petit Clamart, un attentat va viser le président pour lui faire payer, selon eux, l'abandon de l'Algérie française. Un commando de 12 hommes équipés d'armes automatiques et d'explosifs tend une embuscade au convoi présidentiel. Il tire 187 balles sur la Citroën DS présidentielle et malgré les pneus crevés et des impacts sur la carrosserie, le chauffeur parvient à maintenir le véhicule en mouvement, permettant à De Gaulle et à son épouse Yvonne de sortir miraculeusement indemnes de l'attaque. En cette période qui suit l'indépendance, la défense de l'Algérie française est désormais cantonnée à l'extrême droite de l'échiquier politique, alors qu'en 1954, elle faisait largement consensus. Suite à l'indépendance, les harkis, eux, se retrouvent dans une situation très précaire. En effet, ils sont abandonnés à leur sort par la France, qui ne les accueille pas ou que très peu. Certains parviennent à fuir l'Algérie grâce à des soldats français qui désobéissent aux ordres, mais la majorité reste en Algérie. Le FLN, puis l'armée nationale populaire formée après l'indépendance, les poursuivent en représailles. Certains sont arrêtés, torturés ou tués. D'autres retrouvent leur village où ils survivent au prix du silence sur leur passé. La France nous a désarmés et abandonnés à notre triste sort. Ils nous ont dit maintenant, vous allez rentrer chez vous et il vous arrivera rien du tout. Sauf qu'on n'était pas tranquille. On errait dans les rues, les harkis, leurs familles, les soldats du FLN, la population, ils étaient soif de vengeance. Mon costume de harki, improvisé, était devenu ma croix. Je sentais la mort. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Toute la population avait été avertie de mon arrestation. J'étais pieds nus, je me souviens toujours. Toute la population venait me cracher sur la figure.
me tabassaient, me jetaient des cailloux. C'était une horreur. Ben, ils m'ont emmené dans la salle de torture, ils m'ont déshabillé et ils m'ont torturé au courant 120. Et tous les jours, c'était comme ça. Et j'étais devenu un déchet humain. Parce qu'à un moment donné, quand ils me torturaient, j'avais sorti la langue, ils m'ont foutu un coup de jus sur la langue, j'avais la langue coupée. J'ai encore les traces aujourd'hui. Je me souhaitais la mort. Alors j'ai dit, pourvu qu'on en finisse, je ne pouvais plus. Hein. Ils n'étaient pas des « Vive la France ». Loin de là. C'était des gens que les péripéties de la guerre avaient emmenés à s'engager du côté de la France. Pour moi, ce ne sont pas des traîtres. La guerre, c'est terrible. Ils se sont trouvés ballottés d'un côté comme de l'autre. Les harkis qui sont parvenus à fuir vers la France sont envoyés par l'État dans des camps avec leurs familles, sous surveillance militaire et dans des conditions de misère. En Algérie, l'indépendance à peine déclarée, une guerre civile éclate entre des groupes opposés qui souhaitent prendre le pouvoir. Il faut attendre septembre 1962 pour qu'une république algérienne soit formée et le FLN s'impose comme parti unique. Démarre alors une longue période de reconstruction et parmi les premières mesures, le gouvernement lance des campagnes massives d'alphabétisation à destination des populations qui n'avaient pas eu accès à l'éducation. Dans le même sens, des constructions d'écoles, de collèges et d'universités sont lancés. 80% de la population était dans la pauvreté. Et avec le départ massif des pieds noirs, il fallait quand même relever un défi, ouvrir les écoles, vacciner les gens. En France, l'intégration des Français d'Algérie, appelés pieds noirs, est compliquée. Beaucoup sont victimes de discrimination. Quand je suis arrivé dans l'école où j'ai été nommé, premier mot du directeur, vous savez que vous prenez la place d'un remplaçant qui était dans cette classe. C'était déjà le bon accueil. Je n'avais rien demandé à personne, mais je prenais la place de quelqu'un. Voilà comment on m'accueillait. En Algérie, l'après-guerre est marquée par des luttes internes au FLN. Ouari Boumedienne, alors ministre de la Défense, prend le pouvoir par un coup d'État en 1965 et son projet est clair, renforcer l'indépendance économique et politique du pays alors que l'Algérie reste encore largement dépendante de la coopération française, notamment dans l'éducation, la santé ou encore l'administration. L'Algérie se rapproche du bloc soviétique, du monde arabe et de Cuba, mais les liens avec la France ne sont pas totalement rompus. Dans les années 60, des milliers de coopérants français travaillent en Algérie et la France maintient des bases militaires jusqu'en 1968 tout en poursuivant des essais nucléaires dans le Sahara. Malgré ces liens donc, des tensions apparaissent. En 1966, la France adopte une loi d'amnistie qui va donc couvrir les crimes commis par son armée pendant la guerre, un choix qui heurte l'Algérie. Autre exemple, en 1971, Boumedienne nationalise les hydrocarbures, mettant fin au contrôle des entreprises françaises sur ses ressources stratégiques. Mais si cette décision marque une rupture symbolique et une crise, elle ne met pas un terme pour autant aux échanges économiques. Les décennies suivantes sont marquées par la montée de l'islamisme politique qui culmine dans la guerre civile des années 1990, qualifiée de décennie noire. Entre 60 et 150 000 morts sont recensés selon les estimations. Cette guerre pousse de nombreux Algériens à chercher refuge en France, rendant la question migratoire centrale dans les relations entre la France et l'Algérie. À la fin des années 1990, Abdelaziz Bouteflika arrive au pouvoir avec la promesse d'une réconciliation nationale. Dans le même temps, la France amorce un travail mémoriel. En 1999, l'Assemblée vote une loi qui reconnaît officiellement que la guerre d'Algérie était bien une guerre, abandonnant les termes amoindrissants qui étaient utilisés jusque-là. En 2003, la visite de Jacques Chirac en Algérie est marquée par un accueil triomphal avec des foules scandant « des visas », témoignant d'une réalité aussi de l'époque, plus que le passé colonial. C'est souvent la circulation des personnes qui structure le rapport de l'Algérie à la France. Sous la présidence de Nicolas
Sarkozy, les relations franco-algériennes vont se refroidir, même s'il reconnaît en 2007 que la colonisation était, je cite, profondément injuste. Mais sous la présidence de François Hollande, les relations s'améliorent. Le président Hollande développe une politique mémorielle d'apaisement sur l'Algérie. Il reconnaît les souffrances infligées à l'Algérie par la colonisation, qu'il qualifie, je cite, de système profondément injuste et brutal. Il reconnaît aussi la répression, je cite, sanglante des manifestants algériens le 17 octobre 1961 à Paris, ou encore, je cite, les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. En 2017, alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron va plus loin en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, une déclaration qui suscite de fortes réactions en France. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. En réalité, ces dernières années, les tensions entre la France et l'Algérie ont principalement d'autres motifs que la guerre d'Algérie. En 2021, la France réduit drastiquement l'octroi de visas aux Algériens, invoquant le refus de l'Algérie de reprendre ses ressortissants qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Plus récemment, le regain de tension, il est notamment lié à la question du Sahara occidental. En effet, la France s'est alignée sur la position du Maroc. Or, l'Algérie soutient le Front Polisario qui est justement opposé au Maroc sur la question de ce territoire. L'Algérie interprète donc les décisions françaises comme étant opposées à ses intérêts nationaux. Alors, si les sujets conflictuels sont nombreux, il serait pour autant malvenu de considérer que la colonisation et la guerre d'Algérie condamnent la France et l'Algérie à un affrontement perpétuel. Les tensions récentes sont liées à des motifs politiques et diplomatiques très actuels, et depuis l'indépendance en 1962, il y a eu de nombreuses périodes de coopération. La France et l'Algérie restent liées par une histoire commune, des intérêts économiques et des liens humains profonds, mais c'est aussi une histoire lourde, faite de 132 années de colonisation et 8 ans de guerre. Et je comprendrais qu'on nous dit vous rabâchez les gars. Vous parlez votre Algérie, mais c'est du passé. Hein? Mais moi, je continue à dire que c'est important de transmettre la mémoire. Non pas c'est pas une leçon qu'on donne, pas du tout. Je pense que si je parle ici aux jeunes, c'est pour les inciter à vraiment à lire, à chercher, ne pas se contenter de ma parole, ni de la parole de quelqu'un d'autre, mais de se faire sa propre opinion et surtout de savoir qu'il y a quand même un certain révisionnisme sur la guerre d'Algérie. Quand on n'a pas vécu des événements, il est difficile de juger de l'extérieur. Je plains les pieds noirs et surtout ceux qui ont subi des dommages terribles. Mon témoignage ne peut pas être celui d'une famille qui a connu des massacres. De la même façon, du côté algérien, chacun a une histoire bien particulière. Les harkis ne parlent pas de ce qu'ils ont subi. Je suis obligé de parler de la guerre en Algérie parce que, pas tellement le choix, c'est resté dans mon ADN et je ne peux rien oublier de ce qui s'est passé. C'est fini maintenant. Maintenant, on peut regarder ensemble l'avenir. Les Français que tu côtoies aujourd'hui ne sont pour rien dans la torture qui a été infligée à ton père ou à ton grand-père. Par contre, il faut qu'ils reconnaissent ce qui s'est passé. Merci à Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de cette période, de nous avoir accompagnés sur la rédaction de cette vidéo. Merci également à tous les témoins qui ont accepté de répondre à nos questions et de partager leurs archives personnelles. Évidemment, pour nous soutenir et découvrir nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Merci pour votre confiance, on se dit à très vite.